Le truc en plus, c'est le bonus. Le bonus de l'épisode 395 ou 395, toujours avec les mêmes protagonistes que sont mes petits camarades David d'un côté, Sébastien de l'autre. 15 minutes maximum, vous le savez les amis, c'est le contrat qu'on passe avec nos auditeurs pour ce bonus, pour ne pas prendre trop de leur temps. Merci d'avoir déjà écouté l'épisode 395. Si ce n'est pas encore le cas, je vous renvoie à cet épisode. Vous n'êtes pas obligé de tout arrêter là maintenant, hein. Il n'y a pas de tenant et aboutissant entre l'épisode et le bonus, donc vous pouvez consommer tout ça un petit peu dans l'ordre dans lequel vous voulez. Quoique de temps en temps, c'est vrai qu'on fait peut-être une référence à ce qui a été dit dans l'épisode, mais c'est rattrapable, on va dire. Hein. C'est pas... Voilà. On va commencer ce bonus avec David, peut-être pour parler d'une bactérie qui a tendance à régurgiter. Je préfère ce mot-là. Je sais pas pourquoi. Non, c'est par l'autre côté. Ah, c'est par l'autre côté. Ok, mais qui va pondre de l'or, quoi. En gros, c'est une bactérie pondeuse d'or. Voilà, en quelque sorte, pour le dire gentiment. Donc, c'est une bactérie assez unique qui s'appelle Cupriavidus metallidurans. Voilà. Qui est capable de consommer des métaux lourds et d'excréter de l'or. Alors, c'est une batterie... bien sûr. Une bactérie, on parle de métaux lourds. Non, une bactérie donc qui est trouvée dans les sols justement pollués par des métaux lourds et qui a développé une résistance à des métaux qui sont toxiques, dont des composés à base de cuivre et d'autres métaux lourds. Et elle a la capacité de transformer des ions métalliques en métal pur et dont de l'or. Donc elle ressort des petits nuggets d'or, de taille nanoscopique évidemment. Donc c'est pas des gros nuggets d'or. Mais par contre, ce qui est très intéressant, le côté or, il faut le récupérer, autant recycler de l'électronique pour récupérer de l'or. Je veux dire, c'est pas exploitable comme ça pour l'instant de manière économique, mais comme c'est une bactérie qui entre en contact avec des métaux lourds, qui les assimile et qui les rend moins toxiques, il pourrait y avoir une utilisation pour pouvoir traiter des déchets issus de la biotechnologie, de l'exploitation minière. On parle en effet d'extraire des métaux précieux de déchets électroniques également, donc c'est chou vert et vert chou en quelque sorte. Ça pourrait également être utilisé pour purifier des eaux usées, des sols contaminés, et c'est quelque chose qui est écologique, donc c'est assez sympathique comme petite bactérie, quoi. Bah oui, cette bactérie est notre amie. C'est une bactérie amie. Le Cupriavidus metallidurans. Metallidurans, ouais, c'est ça. Ouais, je ne suis pas bourré, hein. Je pense. Non, allez, Seb, répète-le. Il le fait avec nous. Non, voilà. Mais c'est le C.metallidurans. C'est le sous-titre de l'article. Mais en attendant, tous les sols pollués, il vient d'avoir une grosse augmentation de leur coût, en se disant, parce que personne ne voulait acheter des sols pollués. Oui. À la coup, là, tu achètes le terrain, tu vas te dire. Tu achètes le terrain plus une poignée de ces petites bestioles badass, là. Et hop, tu ramènes tout à la banque et tu dis, ça vient d'où ton lingot? Bah, c'est des petits nuggets. C'est des Ils ont des nuggets. Oui, c'est ça. Donc, c'est des nuggets. Si vous aussi vous voulez des nuggets, n'hésitez pas à investir dans cette bactérie. C'est à l'étape oui. Est-ce que c'est déjà opérationnel ou pour l'instant c'est en laboratoire, j'imagine, c'est pas encore... Apparemment, ce n'est pas quelque chose qui a été développé, c'est quelque chose qui a été Ouais, c'est une découverte. Là, je ne suis pas certain. Ah oui, non, oui. Moi, ce que j'ai lu, c'était découverte. Donc, moi, j'ai compris ça dans le sens dans l'article, ils disent qu'ils l'ont trouvé dans des sols pollués par les métaux lourds. Donc, à mon avis, ce n'est pas une bactérie qui a été créée en laboratoire. C'est une bactérie qui a été trouvée sur le terrain et qui a développé une résistance à ces métaux lourds et composés toxiques. Donc, c'est un petit truc naturel.
Bah voilà, c'est bio en plus. Voilà. Demain, on va faire du lait à Tchernobyl avec une autre bactérie. Et on sera tous contents. Et c'est jamais. Oui, c'est juste parfait. Il fera ce sera directement du yaourt. Directement. Voilà. Et puis, si tu le secoues un peu, ça devient du fromage. Et puis, voilà. Et t'as plus de beurre dans ton frigo. Voilà. Un fromage de Tchernobyl. Le bon fromage de Tchernobyl. Donc on a un concombre, on a de la mayonnaise et on a un fromage dans le frigo. Là, par contre, il y a une vraie référence à l'épisode. Si vous n'avez pas regardé l'épisode ou écouté l'épisode 395, vous ne pouvez pas comprendre du tout ce que vient de dire David. On ne comprend pas toujours ce que dit David d'ailleurs. Mais là, pas du tout. Là, c'est normal qu'on ne comprend pas. On va parler de Wi-Fi, celle avec un sujet que tu as vraiment creusé. Il paraît qu'il y a une vilaine faille qui permet de se passer le Wi-Fi, il paraît. Et je fais sans filet. Il est beau celui-là. Alors oui, c'est des chercheurs. Alors il y a Cocorico quand même. Pas le chercheur, mais c'était pas connu. Il y a Damian Skiepers, je connais pas. Anjan Ranganathan, pas facile non plus. Non. Ceux-là, ils sont de la Northeastern University. Et puis, il y a Matti Vanouf. Et là, Marty Vanouf, il vient d'où ? Il vient de la KUL. Ah oui. Un Belge. Ouais. Voilà. Leuven, oui, pardon. Leuven, Leuven. Et donc, ils ont trouvé une petite faille problématique dans le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce sont ces grosses saucisses sèches dans les emballages. Comment il perd du temps, mais c'est magnifique. Donc, c'est la fatigue. Et donc, ils ont trouvé une faille qui fait que, en fait, tu peux, entre deux devices, te dire « Ah, mais tu vas m'envoyer les paquets et tu vas me les envoyer en clair. » Donc, normalement, les paquets sont échangés et ils sont cryptés. Parce que c'est le principe, tu as une clé et puis voilà, tu les échanges avec ton routeur et puis tout ce que tu échanges est crypté, sauf si c'est un Wi-Fi qui n'a pas de clé. Et là, effectivement, les Wi-Fi libres n'est pas crypté, donc pas bien. Mais ici, effectivement, donc tu peux mettre un device sur le réseau qui fait que dans certains cas d'économie d'énergie, il y a dans le protocole un petit truc qui dit en fait il faut que tu me les envoies, mais moi je vais mourir, et donc et là ils sont pas cryptés. En tout cas, il y a moyen de dire dans la trame que en tripatouillant un peu, que les autres access points t'envoient les trames non cryptées, et toi effectivement après tu peux les modifier pour dire au petit gars qui voulait se connecter, dit en fait tiens, j'ai modifié ta trame et donc j'ai modifié le contenu parce que tu en as l'accès donc avec un routeur malveillant. Donc c'est pas top. Il y a quand même pas mal de devices qui semblent vulnérables. La solution, c'est de toute façon de ne pas te baser sur le cryptage qui vient de ton access point, mais te baser sur un VPN ou d'aller sur des sites en HTTPS. Mettez toujours l'HTTPS, parce que là, effectivement, du coup, c'est fait au niveau applicatif, et de toute façon, même s'il a vu le contenu, il pourra pas le décrypter, il pourra pas le modifier, sinon ça passera pas. Donc, voilà. Est-ce que ça pourra être corrigé par des upgrades de firmware ? Je pense qu'ici, ça devrait pouvoir l'être, mais voilà. Alors après, si évidemment, localement, tu échanges des fichiers via le Wi-Fi, donc tu passes pas par Internet, machin, etc., là, par contre, t'es battu. Ouais. T'es couillonné. Ouais. Donc c'est quand même important. En entreprise, par exemple, on utilise énormément le Wi-Fi pour échanger à l'échelle de l'organisation. Donc, et quand c'est en local, tu considères que tout est safe, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, la preuve. Voilà. Parce que le Wi-Fi traverse les murs aussi. Donc, tout à fait. Et donc tu peux avoir le petit gars dans la voiture dehors qui, lui... N'allez pas buter tous les petits gars qui sont dans les voitures dehors maintenant, hein. C'est pas nécessairement... Oui, mais s'il a des antennes sur le toit... Oui, si je me trompe pas, oui, dans l'article, il parlait qu'on peut avoir une antenne directionnelle et donc que la personne qui exploite ça peut être à une distance assez conséquente. Donc une antenne Yagi ou une petite antenne parabolique en 2.4 ou en 5 GHz, c'est potentiellement utilisable à assez longue distance. Sinon,
dans certains hôtels, dans certains vieux hôtels, il y a toujours des points d'accès, des captifs portals, et qui eux se connectent d'abord en HTTP. Et, moi, j'ai encore vu ça de temps en temps. Ils disent, si vous voulez une connexion Internet, vous devez rentrer votre numéro de carte de crédit. En fait, c'est une connexion HTTP, c'est pas sécurisé du tout. Non. Mais là, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire tourner un petit microcontrôleur dans la chambre d'à côté, se faire passer pour un portal captif, et en fait, ce n'est pas vraiment l'hôtel, c'est quelqu'un qui est à côté qui vole le numéro de carte de crédit. Oui. Je suis content que David ait lu mon article. Bon, allez les gars, il ne reste que moins de 5 minutes pour encore aborder 2 sujets si on le veut. BlendOS par exemple, David, c'est une autre distribution Linux qui remplace je vais y arriver. Parce qu'en plus de ça, si on fait qui remplaçait les autres. je lis tel que c'est écrit. Oui, c'est ça. BlendOS, donc c'est une autre distribution Linux qui se veut à remplacer les autres distributions Linux. Qui se veut à remplacer qui fait des phrases. Voilà. C'est une distribution qui veut être calife à la place du calife. Ah, ok. Oui. Pour simplifier. Donc, c'est l'initiateur d'Ubuntu qui a présenté une nouvelle distribution qui semble assez intéressante, qui s'appelle BlendOS, qui serait une distribution ultime, qui serait un mélange de toutes les autres distributions. Donc, la personne qui a créé le projet s'appelle Rudra Saraswat. Donc c'est quelqu'un qui est apparemment déjà connu pour des remixes basés sur Ubuntu. Je parle de remix Linux, je parle pas de musique. Oui. Et en particulier Ubuntu Unity, dont Sébastien, je pense, a parlé dans l'épisode principal avec des téléphones. Je pense que tu l'avais mentionné. Et donc, les caractéristiques seraient un système d'exploitation immuable, une prise en charge de plusieurs gestionnaires de paquets, donc les packages plutôt, donc apt, dnf, yum, pacman, ye, pour en citer quelques-uns, prise en charge de plusieurs environnements bureaux, avoir tout un tas d'autres choses qui est tiré un peu de toutes les autres distributions. Ça prendrait en charge également les Mac qui tournent sur les processeurs ARM, donc les Mac qui ne tournent pas sur Intel. C'est bon. Et voilà, c'est une distribution qui se base sur Arch OS à l'origine. Voilà. On met le lien dans la description, on fait souvent, et chacun jugera. Pas Arch OS, Arch Linux, je voulais dire. Arch Linux, voilà. Ok, chacun jugera. On a 2 minutes, je sais pas si c'est assez, Sébastien, pour parler. Tu voulais parler cloud, en gros, et finalement, ça semble pas être la solution miracle, le cloud, pour certains. 2 minutes. Ça, je peux même le faire en moins de 2 minutes. C'est un éditeur, celui de Basecamp. Donc, si vous voulez voir basecamp.com, c'est un truc qui a effectivement plein d'outils de project management. C'est une grosse boîte, ils ont de gros projets, ils ont plein de clients, c'est un gros truc. Et les gars ont quand même pris leur petite calculette avec un grand écran parce que il y a beaucoup de chiffres, et ils ont fait la somme de ce que leur coûtait le cloud. Le cloud, c'est-à-dire en gros, ici c'est spécifiquement des produits Amazon, mais ça aurait pu être la même chose avec un Azure ou tout autre cloud. C'est pas targeté sur Amazon. Et donc ils ont fait la somme de tout, et ils se sont dit, pour des boîtes comme nous, le cloud, on ne fait pas d'économie, on perd de l'argent. Et donc, c'est un calcul à faire, parce qu'effectivement, ils se sont dit, si tu es une société, et franchement, tout est détaillé, hein, avec tous leurs coûts, etc. Et tous les outils qu'ils utilisent, c'est super instructif. Et donc, ils s'en sont arrivés à la conclusion que si tu es une société qui ne sait pas prédire ta charge, parce qu'elle change très souvent, hein, donc tu as des énormes pics, c'est intéressant. Ou si tu as un truc ridicule avec 3 pelets de tondu, oui, c'est intéressant parce qu'une machine va te coûter trop cher.
pour les autres, quand c'est un truc qui est plus ou moins stable, ils disent tu vas quand même payer les gars pour faire de la maintenance, tu vas quand même payer. Donc au final, il dit dans l'ensemble, on est en train de sortir du cloud et de le refaire nous-mêmes et ça nous coûtera moins cher. C'est pas universel, c'est pas adapté à tous les business, le cloud. Il faut bien calculer, quoi. En gros, hein, c'est ça, c'est la synthèse. En gros, c'est pas la panacée, c'est pas pour tout le monde, oui. Voilà, c'est pas bénéfique chez tout le monde. Ouais. Donc autant le savoir. Ça n'a pas nécessité d'être d'ailleurs bénéfique à tout le monde non plus. Hein, voilà. Même si certains pensaient le contraire. Merci beaucoup à tous les deux pour ce bonus qui s'achève. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt évidemment pour un autre épisode et un autre bonus, sans doute la semaine prochaine par exemple, hein, avec d'autres chroniqueurs. Pourquoi pas. À très bientôt. Salut.